Donc ça va durer environ 1 heure, peut-être maximum 1 heure. Je vais essayer d'être relativement concis. Ça va être en plusieurs temps. Je vais une première partie sur mon parcours, disons, de recherche. Ensuite, je vais présenter le contexte de l'ouvrage, un peu ses contenus, et puis quelques extrapolations pour voir comment, dire pourquoi c'est intéressant et comment, disons, les designers pourraient mieux travailler ou travailler tout court avec, disons, des ingénieurs développeurs et des chercheurs en sciences humaines et sociales. J'ai un petit hashtag pour les personnes de la communication, je l'ai marqué là. Alors, quelques éléments biographiques déjà. Bon, il y a des... Je ne sais pas trop quel était le public, mais j'avais... si vous n'êtes pas familier avec le design, j'ai mis quelques éléments de référence. Alors, les personnes qui viennent du design, vous me pardonnerez cette simplification, mais peut-être ça peut être utile pour certaines personnes. C'est compliqué de définir le design, donc je vais le faire juste en bullet points, en quelques termes. Mais ouais, il y a deux racines, disons, communément reconnues. Alors après, ça peut se discuter. Une première qui le situe à la Renaissance, avec la figure de l'architecte qui émerge et la séparation entre exécution et conception. Et une deuxième ancrage historique assez fort, celui-là est peut-être davantage reconnu, qui situe le design, l'apparition du design ou du proto-design de pair avec les révolutions industrielles. Et si on se penche un petit peu sur cette histoire-là, on se rend compte que le design émerge d'une contestation, d'une sorte de révolution face à la médiocrité des premières productions en série d'objets, notamment dans les foires ou dans les grandes expositions universelles. Bon, là on est en Suisse, mais en tout cas pour le contexte français, encore aujourd'hui, de par l'histoire du pays, on a encore pour beaucoup de personnes, en tout cas dans l'esprit commun, une confusion avec les arts décoratifs. Donc pour le dire plus vulgairement, pour encore trop de personnes, le design est synonyme d'habillage ou de rendre jolie une apparence. Voilà, donc ça reste un niveau assez superficiel. Alors que dans des pays, dans les traditions plus anglo-saxonnes, c'est une approche qui me semble plus ouverte, et notamment on n'a pas cette distinction entre le design tout court et le design 2. En France, quand on dit design tout court, ça renvoie par défaut au design d'objets, au design produit, voire au design mobilier ou utilitaire. On va le découper en sous-catégories, donc design graphique, de mode, d'espace, etc. Donc les choses sont plus transversales. Voilà, c'est vraiment une introduction très basique, mais peut-être si vous n'êtes pas familier du design dans la salle, ça peut vous être utile comme point de repère pour mieux situer ce dont je veux parler. Alors, j'en arrive sur mon parcours. Dario en parlait à l'instant. J'ai soutenu une thèse en 2014 sous la direction d'un philosophe, Pierre-Damien Huygues, c'était à Paris-Sorbonne. Donc, c'est une thèse en esthétique qui traitait des relations entre des pratiques de design et des pratiques de programmation. Donc, quelle pourrait être la place des designers dans ces environnements informatiques assez marqués d'ingénierie, et comment, si le design pouvait s'intéresser davantage à ce champ-là, comment on pourrait du coup redéfinir la notion le concept même de programme. Quel nouveau sens il pourrait prendre s'il était traversé par l'histoire et les enjeux du design. Alors, c'est une thèse en esthétique, mais disons, vous l'avez compris, avec un très fort ancrage dans le design. Donc je me suis posé la question de la diffusion de cette thèse, la transmission des connaissances, ce qui n'est pas forcément évident dans le cas des doctorats, alors je ne sais pas ici à l'EPFL, mais en tout cas là où j'étais à la Sorbonne, et même de façon générale en France, c'est des documents très normés, avec des normes qui sont en fait davantage des habitudes que des normes, à vrai dire, qui ne sont pas vraiment questionnées ou théorisées. Et ce qui fait que vous avez des documents, vous connaissez sans doute, en Times Score 12, très, très ennuyeux visuellement, et en fait qui ont la même forme, quel que soit le domaine de référence. Donc grosso modo, une thèse en esthétique va ressembler visuellement à une thèse en sociologie ou une thèse de philosophie, ce qui, pour le cas d'une thèse en esthétique, pose question, étant donné qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à la forme. Et donc ça pourrait faire croire que la forme ne compterait pour rien dans une discipline dont c'est l'objet même. Et donc ça, c'est un premier problème, disons, de fond. Et après, sur le problème, disons, de la diffusion ou de la valorisation de la recherche, vous avez un document qui va être lu par le jury, évidemment, enfin, on peut le supposer, mais qui va avoir du mal à toucher un public un peu plus large, parce que, tout simplement, c'est illisible. En tout cas, c'est presque pas fait pour être lu, en fait. Ces gabarits, c'est pas fait pour être lu. Ils sont faits pour être pratiques. Donc, moi, comme j'enseignais déjà à l'époque dans les sections en design graphique, je me suis dit, pourquoi pas faire un travail éditorial à l'endroit même de la thèse, et que du coup, la thèse incarne formellement ce que je défendais en tant que designer. Alors, on peut pas tout bouger, évidemment, mais on peut quand même faire quelque chose. Donc, du coup, le format 4 était pas négociable, par exemple. Mais le nombre de signes par page non plus. Mais on peut jouer avec les marges, on peut quand même changer la police, garder les notes de bas de page. Donc, on peut quand même faire quelque chose qui est pas spectaculaire, mais qui est quand même beaucoup plus agréable à lire que les gabarits qu'on connaît. Là, vous voyez dans la marge, il y a quelques vignettes.
qui sont sans légende, donc c'est des images dont je parle dans le texte, et qui reviennent à la fin de chaque partie, donc chaque partie peut se lire indépendamment, et qui reviennent sous forme de cahier iconographique. Donc ça, c'était aussi un geste assez simple, et qui me semblait intéressant de donner de la place vraiment aux images dans la thèse. Il y en a environ 300, et donc ça crée comme une lecture dans la lecture, ces cahiers qui peuvent se lire séparément. Ils ont chacun leur chapeau, enfin leur introduction, leur conclusion. Chaque légende est factuelle, et aussi il y a une légende plutôt d'ordre descriptif ou théorique. Et donc ça permet à un public, on va dire, moins aguerri à la recherche de pouvoir rentrer dans les contenus par ces parties iconographiques. J'ai mis un petit bout du chemin de fer, donc du coup voilà, on voit l'alternance entre les parties iconographiques et les parties textuelles. C'est posé également la question de la version numérique de la thèse, qui n'est pas non plus quelque chose d'évident. C'était à l'époque, en 2014, quand j'ai cherché ce qui existait, j'avais trouvé un seul exemple de thèse soutenue en France qui avait fait l'objet d'une mise en ligne intégrale. Alors j'exclus les PDF, parce que c'est un format, disons, intermédiaire avec l'imprimeur, qu'on peut certes lire sur écran, mais qui ne peut pas se redimensionner, qui est mal indexé par les moteurs de recherche, enfin, qui a tout un tas de problèmes, parce que tout simplement, il n'est pas fait pour ça. Et j'avais trouvé une seule personne, Alexandre Monin, qui avait fait une thèse en philosophie sur le web, à propos du web, pardon, et qui avait mis en ligne sa thèse sur un thème WordPress. C'était pas spectaculaire, mais c'est les seuls exemples que j'avais trouvés, ça paraît dingue. Après, j'ai peut-être mal cherché, mais depuis, on m'a pas donné d'autres exemples. Et donc, j'ai pris une approche, je me suis inspiré de ça, mais sauf que j'ai conçu moi-même le site, toute l'interface de lecture, pareil, qui n'a pas vocation à être spectaculaire, mais qui permet à la thèse d'être facilement trouvable depuis des moteurs de recherche. Les gens la consultent, on peut citer une sous-partie, et surtout, on peut la lire à n'importe quelle résolution d'écran, donc ce qui n'est pas le cas d'un PDF. Si vous lisez sur téléphone, ça devient vite assez pénible. Peu de temps après la thèse, j'ai poursuivi ces recherches sur les rapports entre design d'interface, design graphique et programmation. Mes étudiants me demandaient souvent qu'est-ce qu'ils pouvaient lire en langue française, qui malheureusement en France, ils lisent pas beaucoup l'anglais, sur ces thèmes-là, et il n'y avait pas grand-chose. Des textes importants sont toujours pas traduits, notamment de personnes très célèbres qui sont passées au CERN. Enfin, il y en a bien d'autres. Enfin, les textes fondateurs sont pas disponibles en langue française. Il n'y a pas non plus vraiment d'espace de discussion qui fédère les personnes qui travaillent là-dessus. Et en termes pédagogiques, il y a des personnes qui peuvent faire des travaux assez intéressants dans leur coin, des workshops ou autres. Mais parfois, même dans l'école, leurs collègues ne savent pas ce qui se passe, et d'une école à l'autre, ça peut aussi être compliqué. Donc j'ai rencontré deux collègues designers, Kevin Dono et Elise Gay, qui avaient un petit peu les mêmes réflexions. Et on s'est mis à travailler ensemble du coup sur un projet de revue autour de ça, qu'on a mis quelques temps à formaliser, et qui du coup prend cette forme-là au final, qui s'appelle Back Office. Donc, qui est une revue multi-support, imprimée et web responsive, bilingue, français-anglais. Du coup, ça joue un peu comme une passerelle entre les deux langues, à la fois de faire connaître en langue anglaise des travaux menés en France. Par exemple, Simondon, certains de ses textes ne sont pas traduits depuis très longtemps en anglais. Et inversement, de faire connaître en langue française des textes sur la philosophie des techniques, l'anthropologie, ou l'histoire de l'informatique, ou le design graphique. Donc, c'est une revue thématique. Donc là, le premier numéro est sorti en 2017, traitait des processus de création, et le deuxième numéro, paru en 2018, il y a un texte de Nicolas Nova dedans qui est là, traite de l'affichage et du tri des données. Il y a un exemplaire qui circule, si vous voulez le feuilleter. Le troisième numéro paraîtra, si tout va bien, en avril-mai, et traitera des interfaces de lecture et d'écriture. C'est une revue, d'ailleurs, je précise, qui n'est pas affiliée à une école ou à une institution, donc c'est autofinancé, avec quelques financements publics, mais qui sont assez précaires. C'est surtout financé par la vente au numéro. Donc c'est un modèle qui vise à l'auto-équilibre. Pour la version web, là par exemple, on a un glossaire technique pour que la revue soit accessible à beaucoup de personnes. Donc on peut, du coup, on a fait un travail de définition dans les deux langues de tout un tas de termes. Ça, c'est pas même pour les étudiants. C'est vrai que l'informatique a tendance à faire surgir tout un tas de néologismes, mais par exemple, la différence Internet-web, elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Donc on a fait ce travail de lexique. Donc pour résumer, donc le travail de thèse, ce travail de revue et d'autres travaux que j'ai pas le temps de montrer ici partagent plusieurs points communs. Tout d'abord, l'importance des valeurs de la culture libre. Ma thèse était mise en ligne sous licence Creative Commons. Les textes de la revue, malgré le fait qu'on paye les auteurs, donc ce qui est un modèle anti-Elsevier ou Springer, sont mis en ligne sous licence libre au bout d'un an. Il y a juste un petit embargo d'1 an. Après, chacun peut en faire ce qu'il veut. L'importance de la cohérence entre les propos, disons, scientifiques et le design éditorial. C'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important en tant que designer et designer graphique. Il y a des livres, tout simplement, qui visuellement donnent l'antithèse de ce qu'ils veulent exprimer.
Donc ça, c'est ce que j'essaie d'éviter. Et du coup, ça va ensemble. Du coup, c'est pour moi la recherche que je mène, elle n'est pas dissociable d'une autre recherche, enfin d'une recherche, en fait, c'est la même en fait, qui vise à interroger les formes de publication et les formes de diffusion. C'est le cas de la thèse. Voilà, si on travaille 6 ans ou 4 ans ou même 3 ans sur un contenu et qu'il est lu que par 4 personnes, il me semble qu'il y a quand même quelque chose d'absurde et qu'il faut peut-être se poser des questions en amont avant de faire autant d'efforts. Donc j'en reviens après ce petit aparté. Donc il y avait une première slide sur le design, du coup, par rapport à l'approche que je prends. Quelles approches du design? Alors avant de voir ce que je soutiens, pour beaucoup de personnes, le design va être compris de façon assez simple comme quelque chose qui répond à des besoins. Alors on va exécuter une commande, c'est quelque chose qui va servir à quelque chose ou qui va résoudre des problèmes, sans d'ailleurs parfois on ne sait même pas quel problème c'est. Donc ça, c'est pas une approche que je défends. Il y en a une autre que je défends pas non plus, qui vise à comprendre le design comme une science, quelque chose qui pourrait être au sens de presque de science dure, de méthodologique, de très normé. Donc on aurait une suite d'étapes qu'on pourrait appliquer. Donc si vous êtes familier un petit peu avec le design thinking, on pourrait presque ranger ça là-dedans. Pareil, ça me semble assez problématique parce que ça ignore tout un pan du design et notamment l'héritage artistique et esthétique qui peut pas tout à fait se modéliser par définition. Et donc moi j'essaie de prendre une approche plus ouverte. Donc ça c'est une définition qui est extraite du livre. On pourra en discuter si vous voulez, mais voilà, qui vise à comprendre le design comme un cheminement, donc une recherche, un parcours, dans des qualités d'ordre divers, donc formelles, structurelles et fonctionnelles, de nos environnements de vie, mais environnement au sens large. Donc le design comme milieu qui va s'intéresser à des relations entre êtres humains, humain-machine, humain-animal, voilà. C'est plutôt ça qui m'intéresse dans mon approche. Alors j'en arrive à des aspects qui vont concerner davantage les humanités numériques, mais c'était bien que vous ayez un petit peu le parcours en amont. Juste à la fin de ma thèse, je me suis retrouvé impliqué dans un projet en humanité numérique. Alors c'est pas du tout un champ que je connaissais avant, à vrai dire. Enfin, j'avais entendu vaguement parler, hein, mais dans ma thèse, je le traitais pas. Enfin, je traitais de la notion de programme, de design graphique, d'affichage de données, etc. Mais j'avais pas repéré que ça pouvait s'incarner aussi à cet endroit-là. Et c'est venu par une collègue chercheuse, maître de conférence en design, Sophie Fétrault, qui démarrait un projet autour de ça avec une historienne d'art et qui m'a proposé de rejoindre le projet en tant que designer d'interface pour réfléchir du coup à la consultation publique, enfin à l'affichage d'une collection d'histoire de l'art, en tout cas de documents médiévaux, d'un antiquaire qui a parcouru toute la France et qui a fait des relevés d'églises, de routes, etc. C'est un peu un Google Street View avant l'heure. Donc on a travaillé, c'est un projet assez modeste, hein, il y a un petit budget mais pas énorme, de 2 ans là-dessus. Donc ça s'appelle Collecta. Donc je vous montre un peu les documents de départ. Donc vous avez voilà des relevés, disons, en plan, des élévations, des tombes, voilà, beaucoup de relevés de vêtements, de tombeaux, de blasons ou que sais-je. Donc ça se compose de ça, c'est environ 60 000 documents, donc surtout des lavis, des aquarelles. Et donc voilà, c'est posé la question de comment donc cette collection est diffractée entre plusieurs bibliothèques, plusieurs sites géographiques. Il y a l'index qui existe à la mort de l'antiquaire, mais malheureusement ça a été vite dispersé. Et donc l'idée c'était de donner à comprendre le système classificatoire d'origine qui est complètement perdu quand les fiches sont éclatées dans des bases comme Gallica, où on consulte les documents individuellement, mais on ne comprend pas du tout que le relevé par exemple, d'une église, Guignard va prendre chaque tombeau puis va zoomer dedans. Donc ça on l'a totalement perdu. Et puis aussi de rassembler tous les documents qui avaient été éparpillés. Alors malheureusement, ou heureusement, je sais pas trop, j'ai pas travaillé tout de suite sur l'interface parce que c'est posé une question que je m'étais pas posée pendant la thèse, à savoir comment on structure des données. L'architecture dans l'information, c'est quelque chose que j'avais pas abordé avant, et du coup les personnes avec qui je travaillais non plus n'avaient pas l'habitude de ça. Donc on a perdu du temps, mais du coup c'était aussi intéressant à savoir qu'est-ce qu'on saisit concrètement, quoi. Donc on a dû pendant de longs mois, de longues semaines, définir chaque champ. Est-ce que c'est un champ texte, on connaît ça par cœur, une date, est-ce qu'il y a des variables, est-ce qu'on est sûr de la date, des noms propres, pourquoi, est-ce qu'il y a des notices d'autorité, enfin bref. Du coup on est arrivé assez vite, au bout de ces longues semaines, ces mois, à environ 300 champs de données. Et puis du coup, quelles sont les connexions entre les champs? Est-ce qu'il y a un champ qu'on remplit, et une fois qu'il est rempli, ça crée un menu déroulant pour remplir autre chose? Voilà, toute l'architecture dans l'information a pris beaucoup de temps. Mais en fait, sans ce travail de fond, on peut rien faire en tant que designer d'interface. Par exemple, si vous voulez créer une carte pour afficher des parcours géographiques, s'il n'y a pas des données de localisation qui ont été saisies, vous pouvez rien faire. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut-être semble évident à tout le monde ici, mais pour moi ça l'était pas à l'époque. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose que je reviendrai après là-dessus, mais c'est important dans les projets en humanité numérique, du coup, d'impliquer les designers le plus en amont possible, et y compris dans le modèle des données,
parce que du coup, si on demande de créer une interface quelconque, mais que les données ne sont pas structurées pour faire cette interface, il faut tout refaire, ou refaire en partie, on perd du temps, on perd de l'argent, et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut pas mettre le designer en bout de course, comme ce qui malheureusement se fait souvent. Le site est déjà fini, on se rend compte que ça marche pas, que c'est tout moche, et le monde d'un designer de venir dessus, mais du coup il peut changer la bannière, changer les couleurs, mais ça va rester à un niveau vraiment très superficiel. Alors une fois qu'on avait défini ces champs de données, c'est posé la question de leur affichage pour le public. Et on s'est dit comment on peut représenter cette masse de documents, donc environ 60 000 documents. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si un document égale un point, du coup, déjà ça tient à l'écran, c'est pas mal. Ce qui est très différent du coup d'un moteur de recherche classique type Google, où quand vous cherchez quelque chose, ça vous dit 60 000 résultats, 3 millions, 15 millions, mais vous pouvez pas au niveau cognitif vous représenter ce que c'est que cette masse-là. Donc on était parti dans une première idée autour de la 3D. Alors ça fonctionnait à petite échelle, mais assez vite quand vous avez trop de points à l'écran, et des problèmes de performance, et ça, le navigateur en fait commence à fatiguer un petit peu. Donc on a laissé tomber l'idée de la 3D, il me semble qu'il y a toujours des trucs à faire sur le web, c'est assez sous-exploité la 3D, mais en tout cas là ça marchait pas. Donc on a pris une option plus simple sous forme de points, donc c'est un peu la même idée mais en plus simple, mais ces points sont pas statiques, c'est-à-dire que quand vous recherchez de l'information dans le tri multicritère, ça éclaire les documents qui concernent cette recherche ou cet ensemble de recherches, et donc ça donne déjà un premier repérage visuel avant d'arriver à la liste de résultats. Il y avait une autre idée qu'on n'a pas pu mettre en place pour les questions de temps, c'était aussi d'avoir un jeu de grilles pour définir quels sont les documents qui ont été vraiment saisis. C'est-à-dire que là on crée comme un squelette de tous les documents, mais tout n'est pas après transcrit, saisi, etc. Donc ça aurait fait presque comme une jauge de progression dans la transcription et la saisie des documents. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant, mais qu'on n'a pas pu mettre en place, c'est quand vous cherchez dans une archive ou une collection, tout est mis au même niveau et vous n'avez pas accès dans la liste au degré, à la finesse de remplissage des documents. Moi j'ai un petit... Oui, l'image est cassée, bon c'est pas grave, vous avez compris le principe. On avait aussi une petite partie qui a été encodée en TEI, donc si les personnes ne sont pas familières ici de ce langage, c'est un balisage XML du texte qui permet de standardiser des informations, des noms propres ou des dates. Alors ça prend beaucoup d'énergie, c'est quelque chose qui est très puissant, mais souvent on ne sait pas trop quoi en faire après. Donc j'ai l'exemple d'une bibliothèque en France qui a dépensé des milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros dans l'encodage XML de manuscrits de je ne sais plus quelle époque, mais sauf que ça adore dans des disques durs parce que personne ne s'est posé la question de leur affichage pour le public. Donc on n'a pas pris cette option-là, on a travaillé juste sur l'index en TEI, et du coup on peut avec un système de boutons très simple afficher ou masquer ce qu'on appelle des mains, donc des couches historiques du document. Donc ça, du coup, l'interface fait comprendre quelque chose de la construction du document, et c'est pas juste une performance d'encodage de données. Alors donc j'avais cette double expérience de thèse et de projet en humanité numérique, et donc le livre qui circule est parti de cette double racine. Donc à la fois de poursuivre les recherches autour de la programmation, du rapport design-ingénierie, on va dire, ou design code, et du coup le rapport que j'avais exploré un petit peu après la thèse, donc design sciences humaines, voire informatique et sciences humaines. Voilà, je termine la couverture. Donc l'essai est paru en 2017 aux éditions B42, qui est un éditeur indépendant plutôt spécialisé en art contemporain et design, même plutôt design graphique, qui reprend du coup en partie le contenu de la thèse. Ça en reprend une partie et ça l'extrapole. Donc il y a environ un quart du livre qui est pris de la thèse, mais pas plus. Et c'est une nouvelle collection qui s'appelle Esthétique des données, qui est dirigée par un chercheur peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Nicolas Telly, qui est un chercheur en art et en humanité numérique, qui enseigne à l'université Rennes 2. Et il y a un autre ouvrage qui vient de sortir récemment, qui traite de l'archéologie des CD-ROM, qui a été publié par Gilles Roffineau. Les CD-ROM interactifs comme un peu préfigurateurs des applications qu'on a sur nos téléphones ou nos tablettes. Ouais, je sais pas si peut-être je sais pas si tout le monde est familier avec les humanités numériques ici, mais bon, j'ai quand même une petite définition très simple, la plus simple possible. Enfin, en tout cas, selon moi, j'ai laissé volontairement ouverte. On pourrait définir les humanités numériques comme l'association de pratiques savantes en sciences humaines et sociales et de matériaux numériques, donc que ce soit des programmes ou du hardware, ou les deux, voilà, pour faire simple. Après, quelle est la nature de cette association, quelle est la nature de ces relations, ça c'est très divers, et il n'y a pas de définition plus canonique ou plus installée des humanités numériques. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, et les réalités peuvent être très différentes d'un labo ou d'un chercheur par rapport à un autre. Donc la problématique du livre, je vous l'ai remise, c'était du coup en quoi les environnements numériques contemporains
actualise-t-il, ou non d'ailleurs, les modes de production et de transmission des savoirs? Pour certains chercheurs, le numérique n'a pas changé grand-chose. Et certains designers aussi d'ailleurs. Et quelle est la place des designers dans des projets relevant des sciences humaines et sociales? Donc, d'ailleurs, c'est peut-être plus cette question-là qui est traitée dans le livre. Donc, quel rôle les designers peuvent jouer? Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, par exemple, dans le cas de projets en humanité numérique où on fait appel à un designer en bout de course. Le rôle, du coup, il va être très restreint. On va limiter le rôle du designer quand il arrive. Souvent, il n'arrive pas, malheureusement, à un rôle, disons, d'habillage. Du coup, j'ai essayé d'aller voir plus loin et de me poser des hypothèses, parce qu'à vrai dire, il y a peu d'exemples concrets de cas où le design pourrait jouer un rôle plus intéressant. Au niveau de la méthodologie, du coup, j'ai mélangé plusieurs choses, donc des faits historiques. Donc j'ai fait des recherches sur l'histoire des humanités numériques, sur quelques projets qui m'intéressaient, aussi sur l'histoire du design et de l'informatique. Ça, c'était déjà traité un petit peu dans la thèse. Des concepts théoriques pris de la thèse ou pas, et j'ai étudié aussi des pratiques, donc des cas concrets contemporains ou moins contemporains, et aussi des pratiques de chercheurs. On le verra après quand je vais rentrer dans le plan du livre, mais j'ai aussi étudié des environnements de travail, donc comment concrètement travaille avec quoi travaillent des chercheurs en sciences humaines et sociales, avec quel logiciel, avec quel programme, avec quelles interfaces, et quelle est la place ou pas du design ou qu'on pourrait espérer dans ces interfaces de travail. L'essai est structuré en 8 parties indépendantes, donc ça j'ai repris un petit peu le système de la thèse, ce qui est assez intéressant parce que une thèse, quand ça fait 600 pages ou 500 pages, ça devient vite compliqué à lire de l'extérieur, donc j'avais conçu ça un petit peu comme un répertoire informatique. Donc quand vous ouvrez un dossier sur votre ordinateur, vous pouvez rentrer dans n'importe quel sous-dossier. Là c'est pareil, donc on peut lire dans n'importe quel ordre. Il y a bien un ordre qui est pensé évidemment, mais chaque partie a sa conclusion et son introduction. On voulait avec l'éditeur que le livre reste assez accessible en termes de format et de prix, les coûts de 10 €. Donc ce qui fait qu'on a dû exclure toute la partie iconographique, qu'on a déporté sur un site web dédié que je montrerai après. Et pour des questions de format, on a aussi dû couper certaines parties qui sont disponibles en ligne. Donc on retrouve là l'idée d'une lecture multi-support que j'avais déjà enclenchée dans le travail de doctorat. Je vais parcourir le plan rapidement. Donc chaque partie a sa problématique. Donc l'introduction qui est presque un peu le vrai titre du livre, à vrai dire. Le design entre recherche et développement, mais qui était peut-être trop abstrait pour un titre de livre, qui est assez polémique et qui vise à étudier du coup les tensions, alors, ça je pense que vous connaissez ça en Suisse, du coup entre recherche et développement, ou dans quel environnement économique ou politique se situe la recherche, notamment avec tout ce qui touche à la privatisation des savoirs, des enseignements, toutes ces choses-là, et la confusion des genres parfois, du coup, entre les mondes de l'entreprise et les mondes de la recherche. Donc j'ai essayé d'étudier ça dans le champ du design. De quelle recherche on parle en fait, quand on parle de recherche en design. Le premier chapitre, du coup, c'est celui que je vais développer aujourd'hui, je pense qu'il vous intéresse le plus, donc où j'ai essayé là de rentrer dès le début du livre dans les relations entre design et humanité numérique, avec 3 sous-catégories, 3 axes de réflexion que je développerai après. Donc quelle place, ou d'ailleurs j'aurais pu mettre un S, peut jouer le design ou les designers dans le champ des humanités numériques. La partie d'après, donc ça c'est un peu une critique de la notion de science du design ou du design comme science, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai essayé d'étudier ça plus en détail. Qu'est-ce qui se passe si on considère que le design peut se modéliser, ou même que la recherche en design peut se modéliser? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Et quels problèmes ça pose si on applique des modèles épistémologiques issus d'autres traditions de pensée au champ du design. La partie d'après, c'est une critique de la notion d'innovation. Alors je ne sais pas en Suisse, mais en France c'est un mot qui est vraiment encore très fort. On ne pouvait pas avoir de l'argent sans mettre le mot innovation. Qui n'est pas un mot qui appartient à la tradition vraiment du design. Donc j'ai essayé de regarder ça en détail, notamment en m'appuyant sur une conférence de Pierre-Damien Huyghe, où du coup il définit l'innovation comme un maître mot et comme une mise au secret de l'invention. Donc c'est la tension invention-innovation qui est discutée ici via des références issues du champ du design. Voilà, ce que souvent en fait on demande aux designers d'innover. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Enfin pas qu'aux designers d'ailleurs. La partie d'après, c'est une critique, une analyse de ce qu'on appelle le design UX, User Experience, donc qui est pareil, une expression qu'on entend souvent, mais quand on regarde un peu d'où ça vient, on se rend compte que c'est pas quelque chose qui est même s'il y a le mot design dedans, qui vient des designers, mais qui vient plutôt des sciences cognitives,
Ça vient plutôt de là. Et donc, quel problème ça pose, du coup, si on comprend le design comme une application possible de cette modélisation cognitive, notamment, ça pose le problème des stéréotypes. Vous avez créé des personas, donc des modèles fictifs d'utilisateurs. Donc souvent, vous allez dire que c'est tout le monde. Donc quand c'est tout le monde, ça veut dire que c'est pas tout le monde, c'est vous en général. Donc des personnes blanches, valides, d'un certain niveau d'éducation, etc., etc. Et donc, du coup, si on... alors, vous allez me dire quel rapport avec les humanités numériques. Si vous créez des interfaces pour des collections en ligne en utilisant ce genre de méthode, ça va tout de suite poser certaines questions, voire certains problèmes, d'accessibilité, même de compréhension et d'ouverture dans ce que vous... Ça va vite être très vite stéréotypé, en fait, pour le dire de façon plus directe. Donc voilà, donc, du coup, je me suis demandé si ce mode expérience était vraiment adapté à ce champ de pratique, et est-ce que ce qu'on n'appelait pas expérience, c'est tout simplement pas un modèle, voire quelque chose qui enferme les personnes qui vont s'en servir. Donc j'en suis même en conclusion du chapitre à remettre en cause la notion même d'utilisateur, chose qu'on entend souvent. Qu'est-ce qui se passe si quand vous concevez un projet, à la base vous ne mettez pas le mot utilisateur, mais vous mettez lecteur ou citoyen. Votre projet ne va pas du tout être pareil si vous considérez les personnes sous d'autres termes que sous la notion d'usage. Le chapitre d'après est plus une distinction conceptuelle entre les deux concepts suivants, donc dispositif et appareil. Dispositif au sens de Giorgio Agamben, le philosophe qui du coup conçoit sous le nom de dispositif. Alors il y a d'autres définitions de dispositif, mais en tout cas selon lui, c'est des objets qui modèlent, enferment les subjectivités humaines dans des schémas contraignants à partir duquel on a du mal à s'échapper. Donc c'est un peu le modèle de la prison, c'est repris aussi de Michel Foucault, hein. Ça vient de cette tradition-là. Mais Agamben prolonge le modèle, le concept de dispositif de Foucault en l'appliquant aux objets contemporains, donc notamment les téléphones portables, etc. etc. Et du coup, face à ce concept de dispositif, parce que c'est un peu triste d'en rester là, je propose d'opposer le concept d'appareil que j'emprunte à Pierre-Damien Big, donc, qui a dirigé ma thèse, et qui vise à comprendre l'objet technique comme un champ de possibilités, comme un champ de potentiel, et notamment sur le modèle de l'appareil photo ou de la caméra vidéo. Alors pas tous les modèles d'appareil photo, mais disons, si on prend l'appareil photo argentique, on peut régler l'appareil photo, et même vous êtes obligé de le régler à minima pour prendre une photographie. Donc il faut régler à minima la focale, etc., etc. Donc c'est l'opposé du dispositif, c'est un objet technique qui rend conscient la personne qui joue avec de la façon dont il fonctionne. Et dans le même temps que cette conscience arrive, il y a aussi quelque chose qui est imprévu, c'est-à-dire que tous les photographes le savent, on ne peut jamais décider complètement d'une photographie avec un appareil. On peut essayer de s'en rapprocher, de tout faire comme on veut, mais à un moment donné, la photographie ne sera jamais telle qu'on l'avait projetée avant d'appuyer sur le déclencheur. Donc l'appareil travaille tout seul, il y a un temps d'indétermination, un temps côté presque boîte noire, mais de version positive, qui fait que l'appareil travaille sans subjectivité. Dans la partie d'après, j'étudie un objet précis, j'aurais dû mettre une image. C'est une sorte de réédition d'un vieux dictionnaire, Pierre Bell. C'était un théologien. C'est un livre qui a été réédité récemment par Zone Sensible, qui n'avait pas eu d'édition depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, c'est posé la question de cet ouvrage qui n'était pas en format numérique, de comment on le rend disponible aujourd'hui. Donc il y a un travail très fin au niveau graphique qui a été fait dessus, sur les caractères typographiques, les chiffres, la mise en page tabulaire. Je suis désolé de ne pas avoir mis d'image. Et donc j'ai essayé de mettre en rapport cette pensée tabulaire, mais du coup la très ancienne, séculaire, avec la pensée tabulaire propre au réseau contemporain. Voilà, sur les théories des graphes, des hyperliens, etc. Est-ce qu'on peut trouver dans des documents d'il y a quelques dizaines ou centaines d'années des préfigurations? Est-ce que ça a du sens de penser comme ça de façon anachronique ou pas? Et la dernière partie, c'est un peu une ouverture, une extrapolation du titre. Donc je reviens sur le mot, la notion d'humain ou d'humanité. Et du coup, par rapport au numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a encore du sens, tout simplement, de parler, d'opposer l'humain et le numérique, l'être humain et le numérique, quand de tous les côtés il est hybridé, de plein de façons, par des aspects psychiques ou parfois même juste au niveau prothèse, qu'elle soit interne ou externe. Voilà, est-ce que la notion d'humanisme, elle a encore du sens dans ces conditions-là? Et quelle modification de la subjectivité engendre les techniques de calcul et les machines informatiques? Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre terme que
que ce mot d'humanité qui est déjà remis en cause par certains chercheurs d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne saurait même pas définir les humanités numériques, on serait peut-être déjà passé à autre chose. Ok, donc ça c'est pour le plan de l'essai imprimé, et donc je vous ai dit qu'il y avait un site web complémentaire qui recoupe du coup des analyses, des études de cas qui devaient au départ être intercalées entre les différents chapitres, mais qu'on a dû enlever pour les questions de place. Donc c'est un autre registre de texte, ça analyse des logiciels ou des outils qui sont employés fréquemment ou moins fréquemment par des chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc c'est un premier panorama qui n'a aucune vocation à être exhaustif, hein. C'est voilà, un choix personnel. Et donc ça met quand même en lumière le mélange des genres. C'est-à-dire que les chercheurs aujourd'hui travaillent avec des environnements qui sont parfois pensés pour eux, mais qui parfois peuvent être tout à fait de notre nature, qui peuvent être pensés pour un public beaucoup plus large et être conçus par des entreprises qui ont pour vocation directe de faire du profit comme Google. Donc voilà, donc j'ai associé du coup à chacun des objets étudiés un verbe d'action. Donc voilà, Academia, qui est un peu qui joue sur le côté public mais qui est absolument privé. Donc voilà, c'est la quantification, voilà, quel est le nombre de citations qui a constitué votre profil, etc. Donc sur un modèle de métrique qui soumet le chercheur à des métriques d'audience. L'aspect collaboratif, Draftsback, c'est un petit plugin pour afficher des historiques de documents. Donc ça c'est intéressant pour rentrer dans les strates d'écriture, des choses que j'aime beaucoup. Voilà, puis après d'autres choses qui sont peut-être plus propres au développement informatique comme GitHub ou l'archivage ou autre. Et donc je me suis posé la question dans chacun de ces objets-là, qui en fait, pour la plupart, certes ont toujours une interface, mais qui n'a pas vraiment fait l'objet d'un travail de design conséquent. Qu'est-ce que ça pourrait être si des designers, par exemple, se penchaient sérieusement sur l'archive HAL, H-A-L, qu'est-ce que ça pourrait donner? Est-ce que ça a du sens de penser que n'importe quel document puisse être mis en forme de façon homogène? Mais en même temps, si on part dans l'excès inverse, est-ce qu'on ne va pas arriver dans la confusion la plus totale, sans aucune norme, sans aucun lien possible entre les documents? Ouais, donc c'était du coup, ces parties-là sont une sorte de regard de designer porté sur ces objets-là qui n'incluent pas forcément des designers dans leur conception initiale. En tout cas, qui le revendiquent pas. Donc je vous montre quelques captures d'écran du site, qui reprend la maquette imprimée. Donc on peut déplier des parties puis rentrer en libre accès, sans licence libre, dans ces entrées-là. Et donc voilà, on peut du coup il y a aussi des images qui apparaissent. Et du coup le contenu intégral de l'essai sera, là ça a pris un petit peu de retard, mais sera mis en ligne bientôt. Du coup le deal avec l'éditeur, c'était que l'ouvrage passait en licence libre au bout d'un an, donc comme la revue Back Office. Ce qui fait qu'il sera entièrement accessible dans le navigateur. Ça, c'est quelque chose d'important, et c'est le premier titre chez B42 d'ailleurs qui fait l'objet d'une licence libre, en tout cas sous cette forme-là. Ce qui l'a pas empêché de se vendre d'ailleurs, ça c'est important, parce que souvent on demande oui, mais tu mets en libre accès, est-ce que ça va se vendre? Déjà ma thèse est en libre accès, j'ai trouvé un éditeur, et en plus malgré le fait que le bouquin soit en tout cas annoncé comme allant être mis en licence libre, le premier tirage a été épuisé en moins d'un an. Là, il vient d'être réimprimé, donc il ne faut pas du tout opposer l'audience commerciale avec la licence sous laquelle c'est mise. Alors, j'avais dit que je développerais le premier chapitre, donc qui vise à comprendre les relations, en tout cas, à établir plusieurs modes de relations entre le design et les humanités numériques. Donc, je vais vous proposer de dégager 3 axes ou 3 strates, en fait, qui ne sont pas contradictoires, elles peuvent se cumuler. Pour penser ces relations-là. Alors, avant de rentrer dans les strates, un constat général, ne le prenez pas du tout personnellement, je sais pas quand tous les projets qui se passent ici, que la plupart des projets en humanité numérique, alors qu'on pourra en débattre, mais proposent finalement une expérience assez pauvre en termes d'interface, à savoir que, en tout cas dans ce que j'ai observé, on reste dans des choses que j'appellerais par défaut. C'est-à-dire qu'ils vont être l'esthétique va être alors, il y en a toujours une, même quand elle est par défaut, mais elle va être dictée par des paramètres extérieurs, donc qui peuvent dépendre du navigateur web, qui peuvent dépendre d'un système de gestion de contenu ou d'habitude de programmation, mais voilà, la forme n'est pas directement pensée, ne fait pas l'objet d'une conceptualisation spécifique. Ce qui n'empêche pas qu'il y en a une, mais du coup ça va poser problème par rapport au sens. Donc par exemple, si on prend le cas des collections en ligne que j'ai étudiées dans le cadre du projet Collecta, on retrouve à peu près toujours la même interface, donc un tri multicritère, vous aurez plusieurs moteurs de recherche, plusieurs filtres qu'on peut combiner. Une fois que vous avez les résultats, on peut utiliser ce qu'on appelle des filtres à facettes, donc vous allez pouvoir raffiner le tri des documents, et l'affichage des documents va se faire en grille ou en liste, ou les deux, donc à la façon d'un moteur de recherche classique, et ce, quel que soit le fond de départ. Donc ça va être des sculptures, des peintures, des choses contemporaines, vieilles ou pas,
on s'en fiche, on va toujours appliquer le même modèle de navigation. Et du coup, on peut se demander si, voilà, pour les collections de l'histoire de l'art, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qu'on peut trouver, une interface qui fasse sens par rapport à la collection. Voilà, donc je vous montre quelques exemples. Par exemple, ce système de gestion de contenu qui est très puissant par ailleurs, je ne vais pas dénigrer ce travail-là, mais Omeka, qui sert à trier des données, voilà, avoir un balisage sémantique très puissant. Mais du coup, le problème, c'est que la plupart des projets mis en ligne avec Omeka se ressemblent, parce que du coup, il n'y a pas d'effort qui est fait spécialement sur le thème. On peut paramétrer les thèmes, mais grosso modo, on va changer la bannière, la couleur, et puis voilà, l'expérience de navigation ne va pas du tout être repensée. Elle peut, théoriquement, mais du coup, comme c'est un CMS, ça va vous guider, ça va préinscrire des schémas de navigation dans votre projet, et du coup, on peut toujours les dérouter, mais ça va tout de même être plus difficile que si vous passez par autre chose. Avec le risque que si vous passez par autre chose, vous perdiez en précision sémantique, évidemment. Voilà, donc je vous montre quelques vues. Alors je crois que l'interface a un petit peu changé là pour Gallica, c'est les screenshots d'il y a 1 ou 2 ans. Alors, on retrouve la vue en gris, le filtre à facettes. Là on est à Oxford, sur la Bodleian, voilà, pareil, même c'est quasiment la même interface en fait, alors que c'est pas la même bibliothèque, pas forcément la même collection. Ou la librairie du Congrès, oui, là on est sur un fond photographique, donc pas du tout les mêmes époques, et pourtant on retrouve une interface de navigation qui est très similaire, en gris, en liste, voilà, puis on peut cliquer pour arriver sur une fiche individuelle. Voilà, ça c'est un autre type d'interface, mais enfin pas l'interface pardon, mais d'usage. Isidore qui est du coup un agrégateur d'articles scientifiques, mais on retrouve encore une fois une colonne latérale, ce filtre à facettes et une liste de résultats. Vous voyez là par exemple 106 438 résultats. Je sais pas me représenter ça. Personnellement, si vous y arrivez tant mieux, moi je sais pas. Et donc on retrouve cette liste et on peut après arriver dans une lecture individuelle de chaque document. Donc ça c'est le modèle classique. Et du coup, alors je suis pas le seul à m'interroger là-dessus. Donc là c'est un ouvrage que je vous conseille, Digital_Humanities, qui est un ouvrage collectif. Et donc les auteurs de ce texte voilà, font un constat similaire au mien et montrent que disent voilà, le design amateur a miné de nombreuses expérimentations d'humanité numérique et a contribué à leur disparition prématurée. C'est pas forcément le cas des exemples que j'ai montrés avant parce qu'ils existent encore. Mais dans de nombreux projets, ce manque d'attention porté à l'interface de lecture fait que tout simplement il n'y a pas de public. Qui dit pas de public dit pas de financement renouvelé, etc. Puis les projets, parfois sont même pas mis en ligne, comme dans le cas de ce dont je vous ai parlé sur le balisage XML, ou s'ils sont mis en ligne, leur durée de vie peut être très précaire, vu que personne s'est posé la question de l'expérience ou de la navigation ou de l'interface, ou tout simplement de la forme donnée à ces collections ou à ces archives en ligne. Voilà, donc là on retrouve du coup une tension dont j'ai déjà parlé. On pourrait dire, ok, on va prendre un designer pour que ce soit plus simple à naviguer, donc on va être dans une approche, disons, ergonomique, ce qui est intéressant, mais ce qui pour moi n'est pas suffisant. Donc on retombe sur une tension dont j'ai déjà parlé au début de la présentation, à savoir, est-ce qu'on va comprendre le design comme des réponses à des besoins? On va dire, ok, tiens, on va prendre un designer, tu vas m'améliorer ça, dans une approche pragmatique et d'exécution, ou est-ce qu'on va avoir une vision plus élargie, plus expérimentale du design, et le placer, disons, au même niveau qu'un chercheur en sciences humaines et sociales. Ce qui est plutôt la vision que je défends en dernier lieu, pour vous donner la conclusion de la présentation. Donc là, il me semble qu'il y a une tension. Effectivement, il y a peut-être des besoins concrets ou des problèmes qu'on peut résoudre avec le design, évidemment, mais ce serait vraiment dommage de s'arrêter à un niveau aussi basique. Donc c'est ce que je vais développer par la suite avec des exemples. Alors la première strate, du coup je viens d'en parler en fait, c'est le design comme instrumentation de la technique. Donc on va demander au design d'améliorer des choses existantes. Donc on va aller plus vite, on va pouvoir mettre plus de choses en ligne plus facilement avec des outils performants. Donc on va considérer, donc ça c'est beaucoup de projets en humanité numérique qui sont dans cette logique-là, on va considérer que s'il y a 10 000 documents en ligne, c'est mieux que s'il n'y en a que 1000, et peu importe de la façon dont on y accède, si on comprend, voilà, c'est des objectifs assez quantitatifs. Donc on a dans une visée utilitaire. Il va s'agir de faire plus vite et de façon plus efficace ce qu'on pouvait faire avant, et cette première approche vise, en général, ça part de corpus existants. Vous avez un tas d'images à numériser ou déjà numérisées, et vous allez améliorer la compréhension de ce corpus-là. Donc, par exemple, voilà, vous allez mettre en ligne des images sur Flickr ou ailleurs avec des métadonnées précises, des commentaires, etc. Pour prendre un exemple assez simple, alors, une partie de ce que fait Google, tout n'est pas là-dessus. Et pareil, vous allez numériser un musée. Donc on peut se balader en 3D dans le musée, donc on va
ça réplique l'expérience de façon un peu bête, mais c'est censé la rendre plus efficace. Vous allez pouvoir rester chez vous et vous balader dans des collections. Alors, le problème de cette approche, c'est que du coup, le design n'est pas vraiment pensé. La plupart du temps, ça reste dans une standardisation par défaut. On va garder le thème du CMS, du navigateur, ou être dans quelque chose d'assez vite stéréotypé. Cette approche est assez pratique parce que du coup, les chercheurs en sciences humaines et sociales n'ont pas besoin de repenser leur méthode. Ils gardent leur même méthode et le design va juste les aider à rendre ça plus efficace. Et du coup, le problème, c'est que les relations entre code, esthétique et signification ne sont pas vraiment traitées. Et donc, il va falloir trouver une autre approche pour que ça puisse émerger. Donc, cette première strate, je dirais qu'elle qualifie la majorité des projets qui existent réellement, mais on voit qu'elle a des limites qui peuvent être assez gênantes. Donc, il va falloir trouver d'autres approches. La deuxième strate ou la deuxième approche, je propose d'appeler comme ça, donc le design comme rhétorique formelle. Donc, c'est-à-dire que elle est un peu plus compliqué à expliquer. Alors, je vais peut-être donner des exemples avant d'y revenir. Ça va non plus consister à numériser des corpus existants, mais à constituer des corpus inédits. Donc, par exemple, hybrider plusieurs corpus ou travailler à partir de corpus qui sont nativement numériques. Je sais pas, ça peut être des vidéos, des jeux vidéo ou je sais quoi. Donc, des corpus qui étaient impensables avant les technologies numériques. Et donc, ça va nécessiter des interfaces qui ne pourront pas répliquer des expériences standardisées parce que la nature même des corpus hybrides ne peuvent pas s'appliquer à ces interfaces. Et donc le design là-dedans, il joue quel rôle ? Il va jouer le rôle d'une argumentation. Mais une argumentation par l'interface et par le visuel. Le design va avoir un rôle d'argumentation visuelle où vous allez comprendre quelque chose par l'image ou par la navigation. Donc, par exemple, dans la data vis, c'est quelque chose qui est assez fréquent, vous allez démontrer une théorie ou plusieurs théories ou des arguments par l'image ou par la navigation dans cette data vis. On va comprendre quelque chose avec ça. Alors, il y a beaucoup d'exemples, j'en montre un, l'exemple de corpus hybride, c'est projet 1917, c'est un projet russe qui retrace une période historique en mélangeant des vidéos, donc c'est un corpus hybride, des sons, des photos, etc. Là, c'est pas très flagrant mes captures d'écran, mais c'est mieux que ça en vrai dans des timelines interactives et qui mélangent plusieurs types de documents. Donc ça pourrait pour moi se ranger dans cette partie-là. Et du coup, la timeline, visuellement, a un effet démonstratif. Ou peut-être ce que fait Jeffrey Schnapp, que je connais de loin, mais ce qu'il appelle le knowledge design pourrait peut-être aussi rentrer dans cette catégorie. Alors le problème, c'est que dans le livre dont je parlais auparavant, Digital_Humanities, quand il est question de design, c'est un des rares livres d'ailleurs où la question du design est posée dans les humanités numériques, pour eux il s'agit d'appliquer des méthodes d'entreprise à des projets de recherche. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas ? Rhétorique formelle ou expérience esthétique spécifique, est-ce qu'il n'y a pas non plus le risque de tomber dans des arguments préfabriqués, de retomber dans l'idée de quelque chose d'homogène et qui va se répéter. Et du coup, troisième question, là, c'est plus le chercheur en esthétique qui s'exprime, mais est-ce que du coup on peut dire que n'importe quelle forme peut s'inscrire dans du discours ? Est-ce que n'importe quelle forme peut être réduite à un argument ? Il me semble que non. Il y a quelque chose dans l'expérience sensible qui dépasse ce qui peut être verbalisé dans cette expérience. J'accélère un petit peu pour pas trop déborder du temps. Troisième strate, du coup, plus expérimentale, plus abstraite. Le design comme déconstruction des dispositifs numériques. Donc ça, j'ai parlé de cette notion de dispositif, à savoir comment on fait face en tant qu'être humain ou en tant que société à des systèmes techniques qui nous enferment, qui peuvent stocker des données, les faire circuler ailleurs ou modifier nos subjectivités d'une façon qui n'est pas souhaitable. Est-ce que du coup, si on prend au sérieux l'idée d'humanité numérique, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus s'intéresser à ces effets non prévus, à ces débords des systèmes numériques ? Ce qui du coup n'est pas vraiment traité à ma connaissance. Je l'ai montré dans les environnements avec lesquels travaillent les chercheurs. Un chercheur peut travailler la même journée avec Google, le moteur de recherche, avec HAL, donc dans des environnements qui sont hybrides, sans forcément comprendre les implications qu'il y a derrière d'acteurs qui ont des objectifs totalement différents. Donc du coup, cette dernière strate que je vous propose viserait du coup à dérouter ou à hacker ces effets de captation des connaissances et de déterminisme technique. Donc on peut se demander du coup s'il ne faudrait pas aller vers une espèce d'informatique spéculative qui pose des questions sur la société, mais en utilisant les moyens techniques. Il ne s'agirait pas de produire un discours à propos
mais bien de travailler toujours avec des langages de programmation. Et du coup, peut-être que dans cette strate, on pourrait là échapper au côté argumentatif de la forme et d'avoir une forme qui s'exprime pour elle-même, mais qui ne serait pas du coup enfermée dans un argument qui existerait avant l'exécution du projet. Donc on a cette idée-là toujours dans ce livre, malgré tout, Digital Humanities. Il y a cette citation que je trouve intéressante de penser les outils comme des interfaces cognitives qui présupposent des formes de discipline et d'organisation mentale et physique. Donc est-ce que du coup ce ne serait pas le rôle des chercheurs en humanité numérique de rendre conscient ces déterminismes ou ces formes disciplinaires? On peut se poser la question du coup de rendre apparent la structure même des modèles de pensée ou des modèles d'argument. Voilà, Pierre Monnier aussi, qui est quelqu'un un des pionniers aussi des humanités numériques, pareil, pose un peu une question similaire quand il propose d'interroger les conséquences non désirées ou non toujours désirées des usages du numérique au sein des sociétés dans lesquelles on vit. Et pour lui, les chercheurs en sciences humaines et sociales doivent se poser ces questions-là. Donc ce serait plutôt du coup la dimension critique qu'il faudrait aborder. Alors je n'ai pas vraiment d'exemple à vous donner, mais il me semble que ça pourrait peut-être s'en rapprocher. Mais je crois qu'il y a une pièce similaire ici, me disait Dario tout à l'heure. Donc ça peut toucher par exemple à la média-archéologie, à l'archéologie des médias. Qu'est-ce qui se passe si on prend ces machines-là au sérieux, donc pas dans une approche, disons, misographique, mais qu'on se met à travailler avec? Est-ce qu'on ne peut pas du coup apprendre des choses sur notre époque en rentrant dans ces strates techniques? Donc là c'est à Berlin, mais je crois que vous avez l'équivalent ici. Donc c'est dans à la Humboldt Université, donc c'est des étudiants en littérature qui vont créer des nouveaux programmes sur des machines, donc sur des vieux Commodore, des vieux Amiga, et reprogrammer ces choses-là, ce qui du coup dit quelque chose sur la situation contemporaine. Là on est absolument aux antipodes des injonctions à l'innovation, évidemment. Donc si on va dans cette piste-là, donc ça nécessiterait d'hybrider, alors que c'est déjà hybride, les humanités numériques, mais peut-être de les hybrider à nouveau avec des champs connexes, donc comme l'archéologie des médias, les études logicielles, file studies, études des fichiers. Donc par exemple, il y a un bouquin qui est sorti il y a quelques années sur le MP3, sur l'histoire du MP3. Les plateformes studies, donc les études des plateformes type Facebook ou autres, sur l'architecture technique de ces plateformes, l'architecture politique, ou voir l'anthropologie. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, pour cette dimension critique émerge, s'intéresser à ces champs connexes? Alors le problème de cette strate, donc ça paraît très bien dit comme ça, mais c'est qu'il n'y a pas de projet. Donc j'ai malheureusement pas l'exemple à vous donner. Et du coup, il y a un deuxième risque qui, au-delà du fait qu'on peut spéculer à l'infini sans que ça se concrétise, qui serait du coup peut-être de trop s'éloigner de l'héritage universitaire et des objectifs scientifiques des projets qu'on traite. Donc voilà, ça paraît bien dit comme ça, mais ça paraît compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces trois strates, vu que chacune engendre des problèmes différents? La proposition que je fais dans le livre, c'est de repartir de la première, parce qu'après tout, les projets concrets sont dans la première strate, et du coup d'essayer d'y adjoindre au moins un petit peu des caractéristiques des deuxième et troisième strates, donc par exemple un peu de data vise argumentative et une dimension critique qui serait propre à la troisième strate. Donc voilà, c'est la proposition que je fais, et comme ça reste encore très abstrait, j'ai quelques exemples à vous montrer qui pourraient rentrer dans ce que j'essaie de défendre. Alors, j'ai encore besoin d'un quart d'heure, ça va Dario? Ouais. Un quart d'heure, c'est bon pour tout le monde? Du coup, plusieurs propositions très concrètes de comment on fait pour lier ces trois strates-là. La première proposition, alors ça vise du coup à peut-être établir un langage commun entre notamment développeurs et designers, à savoir que souvent le designer il est écarté du travail des données, parce que c'est un champ qui nécessite des compétences techniques quand même, qui peuvent être assez complexes. Donc ce serait de réduire la barrière de l'accès aux données, du traitement des données, pour que davantage de personnes puissent jouer avec. Parce que tout le monde ne sait pas extraire des données brutes, les retraités, etc. Donc même si tout le monde parle d'open data, on constate que souvent les prérequis techniques sont trop importants pour des non-spécialistes. Donc voilà un exemple qui a été fait récemment, un workshop mené par Nicolas Telly, dont je parlais tout à l'heure, et Clarisse Bardio, qui est une chercheuse en humanité numérique également, en art, vise du coup à créer des espèces d'interfaces intermédiaires pour manipuler plus facilement des données, avec des tutoriels simplifiés qui va permettre à un public, alors certes un petit peu spécialiste, mais déjà un petit peu moins, de pouvoir jouer avec, et donc on va pouvoir trouver un terrain d'entente et mieux se comprendre. Deuxième proposition, d'interroger, voire de critiquer l'idéal d'une sémantique universelle. Donc ça c'est quelque chose qui est assez fort dans certaines pratiques en humanité numérique, de créer des modèles de données qui puissent à un moment donné englober de plus en plus de choses.
Mais on peut se poser la question de cette ambition, est-ce qu'elle est louable, et même de la façon dont elle s'opère. Ouais, je vais passer là-dessus. Non, je vais pas passer là-dessus. À savoir, du coup, est-ce que le designer pourrait, et comment le designer pourrait s'impliquer dans ces modèles de données. Souvent, le designer va être intégré après coup. Et donc, ce que je montrais sur Collecta, ce qui n'était pas le cas, ce qui peut, du coup, après poser des problèmes dans l'interface. Et du coup, est-ce que, à un certain moment, cette ambition d'une sémantique très poussée, très fine des contenus, va évacuer des enjeux formels ou collaboratifs ou autres des projets qui sont très précieux? On va dire, ok, le design c'est très bien, mais on verra ça après. Attends que j'ai fini d'encoder, attends que j'ai traité tout le jeu de données, et après on pourra commencer à travailler. Sauf qu'en fait, on le fait jamais. Il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus le budget, il n'y a plus la culture pour faire ça. Et du coup, troisième sous-question dans cette piste, est-ce qu'on pourrait du coup révéler, si ce travail-là est très poussé, comment on pourrait le faire apparaître visuellement pour le public, comment faire apparaître visuellement ce travail d'encodage. Alors, ça c'est du coup un projet que vous connaissez sans doute, le projet M initié par Bruno Latour, donc qui d'une certaine manière révèle des choses sur un système de colonnes et n'a pas cédé à la tentation de la sémantique au profit d'une dimension collaborative très poussée et à vrai dire assez unique dans ce genre de projet, de mettre au même plan un corpus principal et disons des contenus qui ne sont pas annexes du coup parce qu'ils sont au même niveau visuel, complémentaires, voilà, mais dans lesquels on peut naviguer librement. Sur le modèle de la discussion, pour le dire rapidement. Ce projet, je ne sais pas si vous connaissez, Mapping the Republic of Letters. Du coup, voilà, pareil, là, un enjeu d'interface assez intéressant sur de la cartographie interactive. Je suis obligé de passer rapidement. Et voilà, là, on arrive dans un autre univers. Sur le rapport entre le code source et l'affichage, il me semble qu'on pourrait, si on remontait un peu dans le temps, s'inspirer de démarches comme le NetArt, qui n'est pas forcément quelque chose de très connu des chercheurs en humanité numérique. Donc là, vous avez un travail de pionnier, jody.org, un duo d'Europe du Nord. Donc ça, c'est la page d'accueil, un site de 95. Je veux dire, c'est quoi ce truc-là? On se croit un peu dans l'espace. Mais quand vous regardez le code source, ça donne ça. Donc c'est une série de bombes nucléaires qui est en ASCII. Et donc voilà, du coup, il y a un jeu visuel assez radical donc, entre l'affichage public et le code source de la page quand il est affiché à l'écran. Donc qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si on s'inspirait de démarches comme celle de jody.org et qu'on l'appliquait à un projet comme ça, là, Pierce Edition Project, donc l'encodage de ce sémiologue en TEI, donc c'est très bien fait. Mais du coup, ça n'apparaît pas à l'écran. Vous voyez, vous avez ces balises sémantiques. Donc qu'est-ce qui se passerait si on s'inspirait de démarches comme le NetArt pour repenser ce genre d'interface où on retrouve une énième fois la bannière, une espèce d'écriture manuscrite, vous voyez, c'est pas... Voilà. On pourrait peut-être rendre ça plus radical, tout en garantissant une lisibilité optimale. C'est pas forcément opposé. Autre piste, qui est un peu complémentaire d'ailleurs à celle juste d'avant, d'explorer les impensés de l'objectivité des données. Donc ça, c'est toujours sur les limites de la sémantique. Qu'est-ce qui se cache derrière ces modèles de données, notamment des prescriptions se cachent derrière, donc des prescriptions de genre, d'ethnie, de sexe ou autres, qui ne sont pas vraiment interrogées. Donc il y a une chercheuse qui mène un travail là-dessus que je trouve très intéressant, Catherine D'Ignacio, qui se demande ce que donnerait une data vise féministe. Qu'est-ce que ça voudrait dire. Donc elle montre ça notamment dans le champ urbain, le rapport voilà, qui est bien connu des anthropologues et des géographes, mais pas forcément des ingénieurs de données, le rapport entre la représentation et la prescription opérée par cette représentation, notamment sur des quartiers par exemple. Voilà, si vous prenez des cartes avec des incivilités ou autres, ça crée directement un effet dans le réel. Donc elle interroge ça et du coup elle retravaille des jeux de données dans ce sens-là. Alors, donc la pensée des données, c'est aussi ce qui se cache derrière, ce que j'ai un petit peu montré avec Jody. Donc, un exemple classique, c'est Wikipédia. Vous avez une page de discussion, les gens sont d'accord ou les gens s'engueulent, peu importe. Et du coup, on peut visualiser, donc ça c'est un petit travail qui a été mené en Italie au Dancy Design Lab. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on crée une interface qui permet de visualiser ces controverses. Donc il y a plusieurs projets là-dessus, c'est pas le seul. Du coup, il me semble que ça fait apparaître quelque chose qui est intéressant. Donc là, c'est un exemple sur la page du changement climatique. On va pouvoir visualiser les controverses et du coup, peut-être comprendre quelque chose du débat public par rapport aux données ou à leur évolution qu'on fait apparaître. Autre projet, toujours au même endroit, sur des concordances. Donc là, on pourrait utiliser, c'est pas le but de ce projet-là, mais on pourrait utiliser cette automatisation des concordances, donc des récurrences sémantiques, pour peut-être faire apparaître des enjeux non pensés ou je sais pas, par exemple des notions de pronoms, de genre ou de classement social
qu'on repère pas forcément, mais qu'on pourrait faire apparaître avec une espèce de surcouche technique avec ce type d'outil. J'arrive bientôt à la fin. Cet axe-là, je vais passer plus rapidement, parce qu'ici, il me semble que c'est pas mal acquis, mais d'impliquer peut-être davantage des technologies émergentes dans des protocoles de recherche. Donc blockchain ou IA, bon ça j'ai déjà vu, je crois que vous êtes pas mal dessus ici, donc notamment sur la reconnaissance d'images ou de portions d'images. Cet exemple-là, peut-être vous le connaissez pas, donc il est intéressant que je le détaille. Donc c'est un petit peu de démarche, mais appliqué à la typographie. Donc c'est un projet qui a été mené à Nancy en 2013, à savoir comment on peut, à partir de scans de manuscrits ou de documents d'une certaine époque, automatiser la reconstruction des contours des polices de caractère. Donc parce que quand vous faites un OCR et de la reconnaissance de texte, ça vous donne un document en texte brut, mais vous perdez complètement du coup l'apparence visuelle du document qui peut faire sens. Donc ça vous permet de comprendre quelle est la lettre, mais surtout de conserver la forme des lettres dans le processus de reconstruction. Donc voilà, du coup il y a plusieurs essais techniques qui ont été faits. Bon, c'est assez complexe, mais voilà, si ça vous intéresse, un des articles à propos de ça a été publié dans la revue Back Office dont je parlais sur le making-of de ce projet-là. On peut aussi utiliser des technologies émergentes dans d'autres champs. Donc là, par exemple, c'est les fonds de variables. Peut-être ça parlera aux personnes de l'ECAL. Donc c'est un nouveau format de police de caractère qui permet de l'animation sur plusieurs axes de déformation. Donc on pourrait aussi utiliser ce genre de technologie dans des projets en humanité numérique. Un dernier axe de proposition qui va un petit peu résumer tout le reste. Donc c'est un peu la pensée que je vise à défendre ici. Donc de sortir d'une vision impensée ou d'une forme par défaut, ou d'une pensée agnostique, donc sans parti pris de la forme. Il me semble que c'est dangereux de s'engager là-dedans. J'ai plusieurs exemples là-dessus. Donc jusqu'où cette notion de neutralité est-elle tenable ou souhaitable, hein, c'est un peu le paradoxe que je voulais poser. Et donc en partant du constat que finalement la plupart des projets en humanité numérique utilisent du texte comme matériau de base, et que du coup la place de la typographie devrait au final avoir une grande importance, et malheureusement souvent elle l'a pas. Donc j'ai fait une petite sélection de projets autour de ça. Donc deux exemples de projets qui utilisent du texte qui existent. Donc il y a Rousseau Online, c'est une anthologie de Jean-Jacques Rousseau en ligne, ou un projet plus récent là, qui vient de sortir sur Spinoza, Ethica Spinoza. Donc on voit qu'il y a quand même un effort de mise en page qui est pas forcément inintéressant. Mais du coup, voilà, il y a le choix de la police et la gestion typo pourrait tout de même être amélioré. Oui, là c'est que du texte. Donc c'est étonnant que les chercheurs ne soient pas posés davantage la question de la typographie. Même si c'est loin d'être scandaleux. Hein. Vraiment, c'est quand même des bons projets. Donc la typographie, les polices pourraient servir à deux choses principales. Déjà, améliorer la lisibilité et l'identité du projet. Mais aussi, au niveau sémantique, la typographie, c'est un peu comme une voix dans le langage. Vous avez l'alphabet humain ou l'alphabet latin, mais la représentation de cet alphabet crée comme un langage dans le langage. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à réfléchir. On a plusieurs propositions, du coup, cas concrets. Ici, une doctorante qui travaille sur ce qu'on appelle un revival, donc une reconstruction informatique d'une police de caractère existante. Et le contexte, c'est un dictionnaire phonétique de 1920. Et donc, elle est en train de réaliser un travail typographique très poussé sur la lisibilité de ces caractères appliqués à ce cas précis. Donc, du coup, on pourrait commander, si on a le budget et le temps, une police de caractère spécifique à un projet en humanité numérique. Quelqu'un d'autre, toujours dans la même école, qui travaille sur la notion de grain et de reproduction. Qu'est-ce qui se passe quand on reproduit une police non numérique de base, quel grain on veut garder, jusqu'où c'est intéressant formellement ou pas. Donc ça permettrait de faire émerger les conditions de reproduction des documents. On le reproduit à l'écran un peu bêtement, mais au final, les documents ont changé de nature. Donc est-ce qu'on veut rester dans le facsimilé ou quelle distance on fait apparaître par rapport à ça? Voilà, d'autres projets en typographie, le Brill, c'est plus de 5000 caractères, police très complète pour un éditeur scientifique qui a été commandé exprès. La fonderie Rosetta, qui mène un travail vraiment très poussé sur le multiscript, sur l'harmonisation visuelle des glyphes entre plusieurs systèmes graphiques, entre de l'hébreu, du cyrillique, du Devanagari ou autre. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Tous les projets s'y prêtent pas, mais en tout cas s'il y a des projets avec plusieurs jeux de caractères dans plusieurs systèmes d'écriture, c'est bien de se poser la question de ça. Voilà, après c'est aussi des coups de cœur, mais oui, par exemple, ce genre de prise de caractère peut directement donner de l'identité le projet s'y prête, mais à une archive en ligne par exemple. Ou parfois les fonderies font ce qu'on appelle des spécimens, donc des espèces de démonstrations de navigateurs de police.
Donc ça, c'est une police sortie récemment, la Zircon, chez la fonderie Greely. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis dans le spécimen, ouais, c'est un peu plus bas, des choses qui se rapprochent un peu de la data vise. Non, il me semble que ça y était, mais... Ouais, ici, voilà. Donc du coup, ça peut aussi donner des idées de composition, de graphiques interactifs, d'animation ou autres, qui pourraient permettre de diversifier un peu plus les projets en humanité numérique. Je vais passer là-dessus. Voilà, j'avais trouvé un exemple peut-être plus concret. Ici, c'est un ouvrage qui utilise du coup une police qui contient un jeu de ponctuation étendu. Donc des signes de ponctuation qu'on ne retrouve pas dans tous les jeux de caractères. Et j'en ai encore un ou deux. Non, je crois que c'est le dernier. Ici, voilà, j'ai aussi essayé de prendre des projets qui ne soient pas que français, pour diversifier un petit peu. Ici, c'est un livre numérique en Hongrie, donc ça se lit directement dans le navigateur. Et du coup, voilà, on voit qu'il y a un jeu typographique très poussé qui donne une identité visuelle très forte à cet exemple-là. Voilà, conclusion, ça va être très court. Concrètement, comment on fait? Donc, je finis peut-être par le plus concret. Alors, si on doit mener ou intervenir dans un projet en humanité numérique, déjà, on essaie de budgéter quelque chose pour le design. Souvent, c'est pas pris en compte. On va mettre un gros budget sur les données, mais on va pas du tout penser à ça. Donc, ça, c'est peut-être la première étape possible. Ensuite, si on a réussi à convaincre ses collaborateurs que c'était important, on essaie d'impliquer les designers le plus en amont possible dans les projets et de ne pas les faire venir au bout d'un an ou deux, parce que du coup, leur rôle va être très limité. Donc c'est un peu des bonnes pratiques, ce que j'essaie de lister ici. Nécessité où on va essayer de développer un langage commun. Donc ça aussi le fait que les designers soient impliqués le plus en amont possible va forcément faciliter ce langage commun entre du coup chercheurs en sciences humaines et sociales, ingénieurs, développeurs et designers. De ne pas limiter le designer à un rôle d'exécution, et on en parlait avec Dario tout à l'heure, c'est sa conclusion finale cette fois, de voir aussi ou surtout le design comme l'endroit d'une recherche possible et d'une dimension critique. Donc c'est l'antithèse de la ligne d'avant, donc au-delà du rôle d'exécution, d'impliquer le designer en tant que chercheur et non pas en tant qu'exécutant. Ça c'est vraiment si je dois défendre une seule idée aujourd'hui, c'est vraiment celle-là. Voilà, merci beaucoup.